As-tu déjà ressenti la peur de l'échec et l'excitation de récolter des succès? Aujourd'hui, tu vas être très surpris par l'histoire d'Aiwa, une entreprise qui illustre parfaitement ces deux notions. Il fut un temps où le logo Aiwa était impossible à ignorer. Il était partout. Tu le voyais sur les étagères des magasins, dans les publicités des magazines, en vitrine et bien sûr chez des millions de personnes. On le retrouvait gravé sur les mythiques lecteurs de cassettes, sur les radiocassettes portables qu'on emmenait au parc et sur les mini-chaînes qui étaient concoctées le cœur de tant de chambres d'ados. Aiwa n'était pas seulement une marque japonaise de technologie, c'était une partie du quotidien de ceux qui vivaient la musique avec passion. Son succès n'avait rien de fortuit, elle offrait un équilibre presque parfait entre une qualité sonore étonnante et des prix qui ne faisaient pas peur au portefeuille. C'était la technologie japonaise à la portée de tous, et cela lui a permis de gagner une place très spéciale dans la vie d'une génération entière. Pour beaucoup, avoir un appareil Aiwa à la maison était synonyme de modernité. Voir l'un de ces appareils sur une étagère, c'était comme avoir une fenêtre ouverte sur l'avenir du divertissement à domicile. Il représentait le passage de l'analogique au numérique, du simple au sophistiqué. Mais avec les années, Aiwa a disparu des magasins. Beaucoup d'entre nous s'en souviennent avec tendresse, mais on s'est dit que c'était du passé. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, Aiwa vit une sorte de seconde vie, bien différente toutefois. Qu'est-il arrivé à Aiwa? Comment est-elle passée du statut de géant à l'oubli? Et qu'est-ce qu'il en reste exactement aujourd'hui? On va découvrir qui contrôle désormais ce nom si célèbre, quels produits sont vendus sous sa marque et comment distinguer la véritable Aiwa d'autres marques qui n'utilisent que ce nom connu. Car oui, même si le logo peut sembler identique, derrière, il peut y avoir des entreprises, des qualités et des philosophies très différentes. L'histoire d'Aiwa commence au Japon en 1951 avec un nom bien moins connu, Aiko Denki Sangyo. Au début, ils fabriquaient des microphones et c'est d'ailleurs leur première porte d'entrée dans le monde du son. C'était une petite entreprise, mais avec une grande ambition. Faire en sorte que la technologie audio arrive jusqu'à tout le monde, sans rester un privilège réservé à quelques-uns. Avec le temps, ils ont pris officiellement le nom de Aiwa Company Limited. Et c'est dans les années 60 et 70 qu'ils ont commencé à prendre de l'ampleur. Ils ne se contentaient pas de fabriquer, ils innovaient. Ils ont été pionniers dans bien des domaines. En 1964, ils ont lancé le premier magnétophone à cassette japonais, quelque chose qui a révolutionné le marché local et attiré l'attention internationale. À cette époque, l'accès à la musique enregistrée était limité et Aiwa a changé la donne. 4 ans plus tard, en 1968, Aiwa a présenté le TPR-101, considéré comme le premier boombox portable japonais. Cet appareil a marqué une époque, pratiquement tous les adolescents en rêvaient. Pouvoir emmener la musique partout était impensable quelques années auparavant et Aiwa l'a rendu possible. Pour la première fois, la musique devenait mobile, accessible en extérieur et partagée grâce à ces enceintes intégrées. Le son n'était plus attaché au salon, il entrait dans la vie sociale en groupe. Cependant, le meilleur restait à venir. Bien qu'innovant, le TPR-101 était relativement volumineux, pensé pour être apprécié à plusieurs dans des espaces ouverts. Son impact fut plus collectif que personnel. Le véritable coup de poing sur la table est arrivé en 1980 avec le lancement du Cassette Boy, le premier enregistreur stéréo portable au monde. Cette fois, Aiwa n'a pas seulement surpris par le format compact, mais par l'idée, la musique devenait personnelle. Tu n'avais plus besoin d'enceinte ni de compagnie, il te suffisait d'un casque et de ton état d'esprit. C'était de la musique pour toi et avec toi partout, à tout moment. Ce petit appareil a radicalement changé notre relation au son. On pouvait désormais s'isoler du monde et entrer dans le nôtre à travers nos chansons. Et ce n'était pas tout. Au début des années 80, ils ont présenté le Boombox CS880, un appareil haut de gamme offrant un système de son surround, un tuner numérique, une réduction de bruit Dolby, une compatibilité avec des cassettes spéciales et un audio clair et puissant. Ce fut l'un des modèles les plus populaires du début de la décennie. Ceux qui l'ont possédé se souviennent de la vigueur de ses basses, de son volume sans distorsion et de sa robustesse.
Le design faisait aussi partie de son succès. Avec ses détails métalliques, ses voyants LED, ses boutons larges et lourds, il donnait l'impression d'avoir une machine professionnelle à la maison. Ce n'était pas un jouet, c'était un véritable centre de divertissement. Ils ont aussi lancé des perles, comme le CAW20, avec un système d'enregistrement automatique, un changement de piste par capteur tactile et un caisson de basse intégré qui renforçait le grave. Aiwa est devenu synonyme de bon son. À cette époque, la marque proposait de tout. Walkman, mini-chaîne, casque, autoradio, tout ce qui touchait à l'audio. Leurs produits n'étaient pas seulement présents à la maison, on les voyait aussi dans les voitures, sur la plage, dans les parcs. Aiwa était partout. Son nom était aussi courant que fiable. L'un de ses modèles les plus chéris des vrais passionnés de musique fut le lecteur de cassettes Aiwa HSPX, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs en qualité d'écoute portable de l'histoire. Ce n'était pas seulement un lecteur, c'était une expérience d'écoute. Avec lui, tu pouvais percevoir des détails que d'autres appareils ne délivraient tout simplement pas. Il était compact mais puissant, discret mais élégant. Pendant qu'Aiwa triomphait, Sony ne la quittait pas des yeux. Dès 1969, Sony a racheté une participation majoritaire dans l'entreprise. Mais elle a laissé Aiwa fonctionner de manière indépendante. Ce fut une stratégie intelligente. Aiwa avait une identité propre et Sony le savait. En fait, cette indépendance a permis à Aiwa de continuer à prendre des risques et à faire la différence en matière de design et de fonctionnalité. Cette indépendance a duré jusqu'au début des années 2000. Dans les années 90, le paysage technologique s'est mis à changer à toute vitesse. Le marché s'est rempli de concurrents, surtout des marques asiatiques, qui proposaient des produits toujours moins chers. La pression pour baisser les prix sans perdre en qualité a commencé à peser sur Aiwa. L'entreprise, qui jusque-là était synonyme d'innovation et de fiabilité, s'est mise à enregistrer des pertes année après année. La demande a changé elle aussi. Les gens se sont intéressés davantage au numérique, au compact, aux multifonctions. Aiwa a essayé de s'adapter, mais cela n'a pas suffi. En 2001, ils ont annoncé une grande restructuration avec des licenciements massifs et des fermetures d'usines. Mais même cela ne l'a pas sauvé. En 2002, Sony absorbait totalement la marque et en faisait une filiale. L'esprit d'indépendance s'éteignait. Aiwa a tout de même lancé quelques produits intéressants à cette époque. L'un d'eux fut le système musical NSX 99, avec un amplificateur puissant et un son très bien apprécié. Il utilisait des technologies propres pour améliorer la clarté et renforcer les graves. Il avait un changeur, 3 CD, une double platine cassette et un égaliseur. Ce fut l'un des appareils les plus désirés des années 90. Aujourd'hui encore, mon trou, on trouve des unités d'occasion qui fonctionnent comme au premier jour. Aiwa ne fabriquait pas seulement des produits, elle créait des souvenirs. Et ces souvenirs sont devenus une partie de l'identité sonore d'une génération. En 2003, Sony a tenté de relancer Aiwa comme une ligne de produits économiques, mais cela n'a pas fonctionné. La magie s'était perdue. Et en 2008, Aiwa disparaissait complètement. Fin de l'histoire, ou pas ? En 2015, un homme d'affaires américain nommé Joe Born a racheté à Sony les droits du nom Aiwa pour les États-Unis et d'autres pays. Sous l'entreprise Hale Devices, il a lancé le premier produit de la nouvelle Aiwa, une enceinte Bluetooth puissante appelée Exos 9. Ce fut un succès comme enceinte de fête, mais cela avait peu à voir avec l'Aiwa d'origine. C'était une autre époque, une autre philosophie. C'était Aiwa seulement par le nom. Le design, l'idée, l'âme, tout était différent. 2 ans plus tard, en avril 2017, quelque chose d'important s'est produit au Japon. L'entreprise Towada Audio, connue pour fabriquer des produits pour Sony, a acquis les droits mondiaux du nom Aiwa, sauf en Amérique. Ils ont fondé une nouvelle Aiwa Company Limited, basée à Tokyo, dirigée par Kazuami Nakamura, un vétéran qui avait travaillé chez l'Aiwa historique depuis 1989. Avec lui aux commandes, la marque tentait de revenir à ses racines.
Aujourd'hui, la marque Aiwa est divisée. Dans presque le monde entier, elle est gérée par l'Aiwa japonaise, tandis qu'en Amérique, elle est contrôlée par une autre entreprise. Aux États-Unis, par exemple, la société Aiwa Corporation s'est déclarée en faillite en 2021 et a été rachetée par Sakar International, une firme qui contrôle aussi des marques comme Altec Lansing. Depuis, Aiwa en Amérique fait partie du portefeuille de Sakar. L'Aiwa japonaise a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun lien avec l'Aiwa américaine. Il y a même eu des litiges juridiques autour de l'usage du nom dans différents pays. À l'heure actuelle, il existe donc deux grands propriétaires du nom Aiwa, Towada Audio au Japon et Sakar International aux États-Unis. Une situation particulière qui peut semer la confusion chez les consommateurs. Et dans d'autres régions, la marque est gérée sous licence. En Amérique latine, par exemple, les droits appartiennent à Audio Mobile Americas, basé au Panama. En Europe, la marque Aiwa appartient à Aiwa Europe, contrôlée par les Japonais depuis l'Espagne. Dans des pays comme l'Inde, le Brésil ou le Vietnam, différentes entreprises ont leurs propres accords. C'est une mosaïque d'accords commerciaux qui peut sembler déroutante, mais qui permet au nom Aiwa de rester présent à l'échelle mondiale. Chaque région a adapté sa stratégie à ses consommateurs. Qu'est-ce qu'Aiwa fabrique aujourd'hui? Un peu de tout, des téléviseurs jusqu'aux appareils électroménagers, même si l'accent reste mis sur le son. Ils ont lancé des enceintes Bluetooth, des écouteurs sans fil et même des produits nostalgiques comme des magnétophones à cassette et des platines vinyles au design rétro. Le tout avec un parfum d'hommage à ce qu'ils furent. Dans bien des cas, il s'agit d'un mélange entre apparence classique et technologie moderne. Au Japon, ils ont expérimenté des idées curieuses comme le Butterfly Audio, une enceinte qui se porte sur les épaules. Ils ont aussi sorti des modèles qui imitent l'aspect des anciennes platines vinyles ou des radiocassettes classiques. Le modèle SBLF S30, par exemple, a la forme d'une platine vinyle, mais c'est une enceinte Bluetooth. Ces produits font appel à la nostalgie de ceux qui ont grandi avec Aiwa, mais aussi à l'attrait des jeunes pour le rétro. Côté téléviseur, Aiwa est arrivé en force sur de nombreux marchés avec des modèles intelligents, comme l'Aiwa Magnificia avec technologie QLED 4K et de bonnes performances à prix accessible. En 2022, l'Aiwa japonaise a créé une division numérique pour gérer des produits comme les smartphones, les tablettes et les montres connectées. Ils sont aussi entrés sur le marché des projecteurs portables et des barres de son, élargissant leur catalogue au-delà de l'audio traditionnel. L'un des produits les plus populaires en Europe est l'enceinte rétro Mix 150. Elle a un design de radio ancienne mais une technologie moderne, batterie, Bluetooth et un son qui ne déçoit pas. Ce modèle a particulièrement bien marché grâce à son design séduisant et sa facilité d'usage, idéal pour ceux qui cherchent du style sans renoncer à la fonctionnalité. Il est devenu un favori pour décorer des espaces à l'esthétique vintage sans perdre la connectivité. Cela dit, du point de vue d'un expert du son, Aiwa n'offre pas aujourd'hui d'appareils haut de gamme. Au Japon, ils ont lancé deux amplificateurs stéréo, les AMR 200 et AMU 120, BT, pensés pour ceux qui débutent dans le monde du son de qualité. Ils ont aussi deux platines vinyles, dont le modèle APX 680, qui, bien qu'il paraisse sophistiqué, reste en réalité un modèle simple. Malgré tout, cela représente un premier pas vers une possible reconquête du segment audio de niveau supérieur, s'ils décident de miser davantage sur cette ligne. En résumé, la véritable héritière de l'ancienne Aiwa, c'est l'Aiwa japonaise gérée par Towada Audio. Ce sont eux qui respectent le mieux l'héritage de la marque. De son côté, l'Aiwa américaine, aujourd'hui intégrée à Sakar, a suivi une voie différente, plus centrée sur le marketing, et même si le nom Aiwa est désormais réparti à travers une bonne partie du monde, la marque est bel et bien vivante. Peut-être que, dans un futur proche, elle nous surprendra à nouveau avec une véritable renaissance technologique. Aiwa nous a appris que le son pouvait être accessible, puissant et émotionnel. Réussira-t-elle à retrouver cet esprit? Il faudra rester attentif. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser ton like et de nous dire en commentaire si toi aussi tu as eu un appareil Aiwa à la maison.
On se retrouve dans la prochaine car il reste encore beaucoup d'histoires d'Akokonke.